Chers fidèles, bonsoir, bonsoir pour cette nouvelle causerie littéraire. Je ne suis pas très présente en ce moment sur Twitch et je m'en excuse. Je tiens envers et contre tout mon planning de causerie, avec un plaisir inentamé d'ailleurs. Et pour ce nouvel échange littéraire, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Alexandra Kozelik, qui est donc professeure de lettres classiques et romancière. Qui est auteur de 4 ouvrages, dont 3 publiés aux Forges de Vulcain. Le premier s'intitule À crier dans les ruines et a été publié en 2019. Le second, La 10e muse en 2021. Et L'archiviste, dont on va parler particulièrement ce soir, publié en 2022. Le quatrième ouvrage, donc, étant un texte de littérature young adulte, dont on reparlera aussi tout à l'heure, intitulé Le sanctuaire d'Emona. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être là ce soir et nous entamons du coup notre petite conversation avec Alexandra. C'est bon, Alexandra, vous êtes en plein écran sur cette émission. Ouais. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que on peut commencer? Est-ce que c'est bon pour vous? Comment vous sentez-vous ce soir? Moi? C'est vrai? Parfaitement bien. Parfaitement Ouais, bien. ouais, Bon, eh ben parfaitement c'est bien. parfait. Donc moi j'ai la passion, comme je le dis souvent, des dissertations en 3 parties, 3 sous-parties. Ma première partie s'intitule donc Point d'origine. Comme je vous le disais en off dimanche, j'ai la passion donc des origines, des cheminements. Ainsi me faut-il commencer cette causerie avec la question que je pose à tous mes invités désormais. Comment devient-on la romancière Alexandra Kozelik? Oh là là, alors c'est un long cheminement, c'est-à-dire que au départ, j'étais une très grande lectrice. Par la suite, j'ai fait des études donc de lettres classiques avec, un bagage, forcément, qui commence, on va dire, à Homère et qui se termine, alors au 19e ou 20e, mais donc on a un gros panorama littéraire. Avec, justement des auteurs qui pour moi, sont des génies donc jamais je me dis qu'un jour je pourrai écrire et être publiée. Mais malgré tout, on va dire en 2007, donc quand j'ai, ouais en 2007 après être devenue professeure, j'ai envie d'écrire un texte. Il y a une situation, familiale qui est là, qui est assez particulière et j'ai besoin de déposer quelque chose, par les mots, enfin grâce aux mots, à travers les mots et à cette époque-là, j'ai un site, où j'écris des chroniques, littéraires et je dépose ce texte, vraiment, en me disant: «OK, il est publié, il n'est plus à moi, il ne m'appartient plus». Et il y a une personne qui commente ce texte en me disant, d'où est extrait, ce passage. Mmh, De quel roman super. provient ce passage? Et donc il y a déjà une petite, on va dire une petite victoire en quelque sorte, puisque je lui réponds que je viens de l'écrire et que, voilà, enfin c'est seulement de moi et elle me répond: «Écoute, je crois qu'il y a il y a quelque chose là que tu tiens, donc il faut que tu continues d'écrire». Hem, Par la suite, donc, j'anime un atelier d'écriture. C'est-à-dire que j'initie un atelier d'écriture où je passe par la photo à chaque fois. C'est-à-dire qu'une photo déclenche des textes et ce que j'adore, c'est que chaque participant va trouver, un détail et le tirer pour que ça devienne, une nouvelle en quelque sorte et ça, je le fais pendant, 7 ans. C'est-à-dire chaque semaine, pendant 7 ans, je publie un texte et puis au fur et à mesure, des participants, deviennent des amis, d'autres participants, publient des livres, deviennent, des auteurs et moi je continue en fait, enfin voilà, c'est une forme de, oui, de rituel que j'aimais faire et ça me suffisait. Puisqu'il y avait ce plaisir de l'écriture et le plaisir aussi des échanges avec les autres participants. Puisqu'il y avait à peu près, en gros, il y avait une vingtaine de participants, chaque semaine. Alors des participants, qui, heu, qui qui n'étaient jamais les mêmes, mais il y avait vraiment une base, de 20 participants. Et puis, au fur et à mesure de cette aventure,
des auteurs publiés viennent sur cet atelier d'écriture et publient leurs textes sous pseudo, en me disant que ça leur apporte une certaine fraîcheur, puisqu'il n'a pas le nom euh, collé à côté de ce texte-là, donc ils peuvent expérimenter certaines choses. Et, euh, et donc là, ils me disent, écoute, Alexandra, ça fait 6-7 ans que tu fais ça chaque semaine, il faut que tu passes à la vitesse supérieure. Il faudrait que tu écrives un texte long. Bon, et donc je leur dis, ouais, pourquoi en fait? Pourquoi? Et puis finalement, j'ai rien à raconter. Et là encore, en fait, c'est leur réponse qui me permet d'avancer. C'est-à-dire qu'ils me disent, euh, ça fait 7 ans que tu écris un texte par semaine, c'est une nouvelle. Et une nouvelle, c'est un embryon de roman. Donc à la rigueur, même si tu n'as pas d'idée, à ce moment-là, tu prends parmi tes 200 textes écrits et tu vas avoir un roman. C'est-à-dire que tu vas le déployer dans tous les sens et tu auras un roman à la fin. Donc, alors bon, j'ai pas forcément envie de déployer une nouvelle que j'ai déjà écrite. Donc je relis ces différents ateliers d'écriture, ces différents textes. Et là, je m'aperçois qu'il y a des thèmes forts qui reviennent à chaque fois, du genre les métamorphoses, enfin la métamorphose d'un personnage, la nature, les origines, l'identité. Et à partir de ça, je me dis, ok, je vais créer un texte qui deviendra par la suite à crier dans les rues. Donc voilà, c'est un long cheminement. D'où le cheminement et d'où les... Voilà, très bien. Beaucoup de mes invités font mention de leur faisceau d'influence, qui sont les auteurs qui ont façonné à la fois votre passion de la littérature et en même temps votre propre écriture. Là, vous mentionnez Homère. Vous mentionnez des métamorphoses et pas les métamorphoses. Est-ce qu'il y a des textes comme ça qui aujourd'hui sont fondateurs, bon, forcément de votre venue à la littérature et ensuite de votre venue à l'écriture? Alors, il y a forcément des textes Il faut trier, hein, donc vous... fondateurs. je dis pas il m'en Oui, faut il y a 4, il m'en faut forcément des 5, textes etc. fondateurs. Mm. Ouais. Mais Mm. en fait, il y a à la fois des textes fondateurs et Mm. en même temps un ensemble de textes. Mm. C'est-à-dire que je pourrais citer le premier texte, le premier coup de cœur, par exemple, quand j'ai 11 ans. Allons-y. Par exemple, Léo de Hurlevent, Mm. je suis complètement emportée par cette écriture, Mm. par ces personnages aussi, qui ne sont pas du tout lisses. Et c'est la première fois que je m'aperçois qu'on peut ne pas être lisse et en même temps être un personnage. Donc ça m'intéresse. Donc je pourrais citer ces textes-là, je pourrais citer Milan Kundera, je pourrais citer des auteurs comme Somoza, par exemple, enfin des textes de... Je suis fan. Somoza, je suis fan. Littérature d'Amérique latine. Ouais. En fait, et malgré tout, je pense que même des textes que je n'ai pas aimés fondent l'écriture. C'est-à-dire qu'on va se positionner aussi contre cette écriture-là, ou au contraire, même si, par exemple, on ne peut ne pas aimer un roman entier, on peut apprécier aussi l'angle de vue, par exemple, enfin, l'approche d'un écrivain. Donc, et quel serait le texte, ensemble, en fait. quel serait le texte contre, justement? Ah. Alors un texte contre, on a le droit de le dire, hein, on a le droit de le dire, hein. Ouais. Même si c'est un, même si c'est découvert après l'écriture, après la mise en place de l'écriture. C'est L'écume des jours de Boris Vian. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'au départ, quand je le lis, alors j'ai 15 ans et je comprends rien, je me dis ok, c'est n'importe quoi, il part dans tous les sens, etc. Et quand je le relis il y a quoi, il y a 10 ans, un truc comme ça, 10-15 ans. Et là, je m'aperçois, grâce à mon bagage littéraire et puis peut-être à mes études, que Vian, alors il adore le jazz, et je perçois dans l'écriture la même façon d'aborder les mots. C'est-à-dire que dans ces chapitres, on peut prendre n'importe quelle page et on a comment dire, au niveau de la partition du jazz, on a une certaine partition et Boris Vian fait exactement la même chose avec les mots et avec les consonnes, les voyelles.
Et ça, je me dis: «En fait, ce mec est génial», c'est-à-dire qu'on ne le voit pas forcément, sur une lecture un peu, en survolant, Mmh. mais après par la suite en fait, c'est un génie, enfin il est pas incompris, hein, parce que, il est adoré, mais je m'attendais pas à ça non plus. OK. Il y a Gavard qui nous dit: «Bonsoir tout le monde». Alors bonsoir Gavard, merci, bienvenue d'être là. Tu as vu, nous sommes passés en couleur, ce soir. Hem, Dans ce processus d'écriture, donc on parle de faisceau narratif, de faisceau d'influence, à la fois pour et à la fois contre. Bon appétit. Je voudrais, en savoir plus, mais ça parce que c'est, comme je vous le disais aussi en off, ça me passionne, sur peut-être vos supports d'écriture. C'est-à-dire que, là, j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mentionné votre âge parce que ça se fait pas, mais on est dans une, écriture publiée qui est une écriture, alors j'entends bien écriture publiée, j'insiste, hein, pas une écriture existante, parce que vous venez de nous expliquer que c'est un processus long, hein, finalement. Mais Mmh. en termes d'écriture publiée, on est quand même dans quelque chose, j'ai envie de dire, d'assez tardif. Vous avez donc toujours écrit, on va partir de ce principe-là, et vous avez toujours écrit. Ma question est sur quel type de support. C'est-à-dire qu'est-ce que vous utilisez comme type de support? Est-ce que c'est du support carnet? Est-ce que c'est du support cahier? Est-ce que on est dans du papier volant? Est-ce qu'on est dans de l'écriture numérique? Enfin, comment? Salut l'artisan meurtrier, bonsoir, bienvenue. Est-ce qu'on est dans une écriture justement qui, en termes de support, évolue et qui peut faire que l'écriture devient plus mature aussi en fonction du changement de support ou pas? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire l'influence du support sur l'écriture, sur votre propre écriture. Mmh. Ouais. Alors je sais pas si l'écriture devient mature, grâce au support. Mm. En tout cas, je dirais qu'au départ, c'est vraiment un support, enfin c'est un cahier, heu, un cahier, lambda. Mm. Et puis après par la suite, c'est une écriture, numérique en fait, enfin une écriture, oui, enfin je passe pas par la main en quelque Mm. sorte. Mm. Alors il y a plusieurs choses. Mm. C'est-à-dire que, Je veux savoir ces heu plusieurs choses. ouais, c'est-à-dire que j'ai toujours un carnet sur moi. Là, je dois en avoir, je sais pas, une vingtaine, que je remplis, en fait, quand une idée arrive. C'est-à-dire que j'ouvre le carnet et je peux soit écrire seulement l'idée ou alors écrire, un paragraphe entier ou plus, hein, Mm. enfin, peu importe. Mais j'ai besoin de fixer, ce côté éphémère. C'est-à-dire que je sais que l'idée qui me parcourt là, ne restera pas en moi. Hem, Après j'ai déjà essayé en me disant, «C'est bon, je vais pas la noter, elle est tellement, sympa» ou enfin bref, peu importe, je la trouve bien, que je vais la garder. En fait, elle ne reste pas, elle Mm. vole, Mm. et donc il y a de nombreuses idées qui ne sont pas restées à cause de ça. Donc maintenant je note. Et généralement sur un carnet. Si je n'ai pas le carnet, je prends n'importe quoi. Ça peut être un ticket, de De course, ça métro, peut un être, ticket de course, un le post-it. métro, Ouais, ouais, mon je vois bien. portable, Mm. Mm. enfin d tout et n'importe quoi. Mm. À partir du moment où l'idée est ancrée, voilà, après je sais que je peux travailler autour de cette idée-là. Mm. Et puis après par la suite, quand je commence donc un nouveau texte, je vais créer un synopsis et là le synopsis, j'ai besoin, de le taper dans un fichier Word, que par la suite je ne vais plus rouvrir. C'est-à-dire que je sais qu'il est là, je sais quel est le déroulé, du synopsis, mais pour autant je ne veux pas être prisonnière non plus du synopsis et je veux laisser, mes idées, gambader. Mm. Et donc à ce moment-là, je le ferme et c'est une béquille. C'est-à-dire que, si jamais, je ne sais plus quoi écrire, à ce moment-là, je peux le rouvrir, ce qui n'arrive jamais. Mm. Hem Et donc une fois que le synopsis est là et figé, je peux laisser justement, mes idées, vagabonder et elles arrivent à des moments assez impromptus. C'est-à-dire que généralement, c'est quand, je vais faire des tâches complètement répétitives comme, éplucher des pommes de terre, me balader, que là, comme en arrière, enfin, à mon avis,
dans le fond, j'ai vraiment ce synopsis en tête qui travaille dans cet inconscient. Et donc, il y a une idée qui va jaillir. Et là, il va falloir que je la note quelque part. Donc c'est là où je note cette idée, où je vais par la suite, quand je vais revenir chez moi, étirer cette idée et pouvoir travailler autour de cette idée et construire justement mon texte. Donc c'est enfin je sais pas si le support pour moi est une forme de, enfin si ça fait advenir une écriture mature, mais en tout cas j'ai besoin d'avoir plusieurs supports parce que je vois bien que ça suscite en fait, ça ouvre des zones différentes dans le cerveau. Oui, alors souvent C'est-à-dire c'est que ce que souvent ce que je dis c'est que ouais, pardon. On est tellement polis ce soir. Oui, vas-y, dis. C'est ça. Dis-moi. L'écriture manuscrite, beaucoup plus ancrée. Il y a vraiment un souffle qui est vraiment différent de l'écriture quand je tape sur le clavier d'un ordinateur. La saisie, ouais, bien sûr. Donc il y a l'écriture de captation, l'écriture de la trouvaille en quelque sorte, hein, qui serait davantage l'écriture manuscrite, on va dire ça comme ça, celle qui est l'écriture du saisissement en fait, hein, voilà. Et puis ensuite l'écriture de la saisie, hein, comme on dit, c'est-à-dire l'écriture numérique à proprement parler. Ok. L'autre question que j'ai, il y a l'artisan qui dit on est en couleur ce soir, j'avais pas remarqué. Oui, c'est la nouveauté 2024. On va essayer d'être en couleur. On passe à autre chose. Ma question maintenant, au-delà des supports d'écriture, c'est la question du rituel scriptural. C'est-à-dire qu'on a des écrivains qui écrivent le jour, des écrivains qui écrivent la nuit, des écrivains qui écrivent, comme vous disiez tout à l'heure, par jaillissement d'idées, etc. Quel est votre profil sous cet angle ? Est-ce que vous vous dites, ok, vous savez, je vais pas vous parler latin parce que ce serait tout à fait dérangeant, mais souvent j'en parle, le nulla dies sine linea, me semble-t-il, si je prononce les choses telles qu'il faut. Merci. Voilà, ou est-ce qu'au contraire on est dans quelque chose de beaucoup plus j'ai envie de dire chaotique ou hétérogène, ou est-ce que vous vous dites ok, parce que je pense à l'artisan meurtrier qui est Mathieu là, qui est venu au mois de décembre et qui disait voilà, je m'impose une discipline d'écriture, en fait je me dis ok, j'écris 2 heures par jour quoi qu'il arrive, quel que soit mon état mental, etc. Est-ce que vous êtes dans cette logique un peu de l'écriture du quotidien, voilà, ou de l'écriture un peu diariste, justement, qui consiste à dire, ok, quoi qu'il arrive, je me prends 2 heures par jour, etc. Ou est-ce qu'au contraire, ce sont vraiment des plages comme, voilà, alors chaotique, c'est peut-être pas le terme, mais vraiment, bon, c'est quand j'ai le temps, quand j'y pense, et voilà. Bah, c'est, on va dire, ni l'un ni l'autre. Okay. C'est-à-dire que j'ai un autre métier qui est donc je suis professeure de lettres et donc il y a des moments où je ne peux pas écrire tous les jours. Et puis je suis maman aussi. Enfin voilà, la réalité m'accapare. Et donc même si dans l'idéal il faudrait que j'écrive tous les jours, et j'aimerais écrire tous les jours, je ne peux pas écrire tous les jours. Après, en fait, je vois bien que lorsque je suis en vacances, j'écris tous les jours. Et là, à ce moment-là, ce serait plutôt mon quotidien, ce serait plutôt celui-ci. C'est-à-dire quand je suis en vacances et que je peux me consacrer à l'écriture, je me lève et directement je vais écrire. C'est-à-dire que je suis encore je suis pas accaparée par cette journée qui commence, ou enfin mon fils dort, enfin tout le monde dort, et donc il n'y a pas de il n'y a pas de charge mentale. Oui, voilà. Et à l'extérieur, les bruits ne sont pas là, la lumière encore est douce, je suis encore dans mes rêves, et donc c'est à ce moment-là que je vais pouvoir effectivement bien me plonger dans l'univers de mes livres, très facilement. Quitte même à ce que j'émerge, on va dire, à midi, alors que voilà, j'ai commencé à 6-7 heures du matin. Donc là, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, quand j'ai cours, parfois, alors ça dépend vraiment des moments. Quand j'écris l'archiviste, je suis prise de frénésie, et donc là, à ce moment-là, je
je me lève plus tôt parce que déjà, je me couche plus tard parce que j'ai une idée, il faut à tout prix que je l'écrive après la journée. Je me lève plus tôt parce qu'une autre idée jaillit et il faut que je l'écrive, à tout prix avant de partir. Mmh. Après, par la suite, sur le quai, du RER, je prends mon carnet et de nouveau j'écris. Dans le RER, avec mes écouteurs, j'arrive à, mmh, à me mettre dans une bulle et là aussi j'écris, je suis avec ces artistes-là. En fait, tout Mmh. dépend de l'urgence de l'écriture. Pour l'archiviste, oui, ça a été une réelle urgence Mmh. où j'ai eu du mal à me dire: «Non, n'écris pas». Mmh. Donc l'archiviste, par exemple, a été commencé fin février, donc le lendemain de l'invasion russe et a été publié en octobre. Donc en fait, je pense qu'on peut pas être plus court au niveau de la publication. Mmh. On est même avec mon éditeur, c'est-à-dire que dès que j'écris, je lui mets sur un drive tout ce que j'écris, et le fichier grossit au fur et à mesure. Donc là, ouais, il y a une urgence. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis en pleine correction, d'un manuscrit. Je Alors il va passer en priorité, on va dire, par rapport aux autres choses, mais les autres choses doivent être faites aussi. Donc je vais pas me lever, plus tôt, et si jamais le soir je dois corriger des copies, je corrige des copies. Vous voyez? Donc c'est Mmh. pas, ça dépend vraiment du texte. Ça dépend de son urgence. OK. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières fois, littéraires? C'est-à-dire du premier texte qui a été écrit, de votre premier lecteur, du premier manuscrit envoyé? En d'autres termes, quand est-ce qu'on sait qu'on est écrivain? Waouh, Ouais, je sais, je fais toujours cet effet-là. Je vous explique. en fait, Dites-moi. Bourra crier dans les ruines, Mmh. Bourra crier dans les ruines, Mmh. je le commence et c'est une nouvelle expérience pour moi parce que c'est le premier texte long que j'écris Mmh. et donc alors malgré tout, je l'écris assez rapidement apparemment, je l'écris en 1 an. 1 an pour le premier jet, hein, parce que par la suite, ça mettra 3 ans. Mais 1 an pour le premier jet et à la fin, je ne sais pas en fait ce que vaut ce livre, Mmh. enfin ce texte pour l'instant et donc je l'envoie à certains amis. Justement des amis qui m'ont suivie, tout au long de cet atelier d'écriture, puisqu'ils ont eux-mêmes écrit avec moi, ils sont devenus des amis et j'ai envie de leur partager, ce texte. Mais est-ce qu'il est fini? Et Est-ce que vous le donc considérez comme fini? C'est surtout ça la question, en fait. Quand est-ce en qu'on fait se dit, je sais pas dans quelle mesure ça a de la valeur. Souvent, je pose cette question de la valeur, mais je décide qu'il peut être autre chose que dans une relation interpersonnelle. Vous voyez, mmh, voilà, on est dans ce mmh, dialogue avec soi-même, et puis d'un seul coup, on se dit, ok, là, c'est bon, je le passe à quelqu'un d'autre. mmh. Là, je me dis: «Il est fini» tout simplement parce que le synopsis est terminé et Ok. que j'ai rempli, mon truc quoi, Mm. voilà. Et après je vais m'apercevoir qu'il n'est pas fini. Mais là, à ce moment-là, je me dis: «OK, il est fini» Mm. et d'ailleurs, j'en parle à un auteur et je dis: «Ouais, j'ai fini le texte» et il me dit: «Petite naïve que tu es, en fait, c'est là que tout commence». Ouais. Hem, Parce que voilà. Pardon? Non, non, très bien. Oui, non. Ouais et donc je l'envoie quand même à des amis parce que je sais pas, voilà, enfin, j'ai envie de leur partager, Mm. et c'est vraiment, je pense à un couple d'amis où je sais que, l'ami I, va être très sympathique avec moi en trouvant des choses toujours positives et Mais que cetera l'ami IE. et l'amie IE, Mm. elle est autiste Asperger et je sais Mm. qu'elle ne peut pas mentir, c'est-à-dire Mm. qu'elle va me dire la vérité Mm. et donc voilà, je sais qu'il va y avoir un équilibre entre les 2. Donc l'ami I, me dit: «C'est génial» et cetera, et l'ami IE m'envoie seulement un texto en me disant: «Bluffant» et là je me dis: «OK, bon, apparemment, il y a quelque chose». Donc je commence les envois, à des éditeurs à ce moment-là. Ok. Et le premier des premiers textes, j'ai envie de dire celui, est-ce que c'est une rédaction au collège? Enfin, je sais pas, quelque chose. À quoi ça ressemble?
Alors, je vais pas je vais pas parler des rédactions au collège qui pour Mmh. moi, non, non, n'étaient pas forcément un texte, Mmh. non, vraiment, je pense que c'est le 1er texte, je crois que c'est un libraire, le libraire là, dans la ville dans laquelle j'habite, qui fait un concours et qui propose d'écrire, à son auteur préféré, une lettre Trop bien. Mmh. et j'écris cette lettre. Donc j'écris une lettre à Milan Kundera. Ah, trop bien. Voilà. OK et vous l'avez encore ce texte? Non, il a Non, je pense pas, ah, je pense pas. OK. Hem je redonne ce texte au libraire, puisqu'il faut lui redonner et en fait, il y a une forme de concours et je remporte ce concours. Voilà et là, je me dis: «OK, bon, ben, peut-être que ça vaut quelque chose aussi». Mmh. Mmh. C'est à quel âge C'est ça? en fait ça, c'est quand j'ai 30 ans. OK. Ouais. Donc il y a bien une écriture antérieure, mais celle Oui, qui se lance dans je sais pas, hein, qui se lance dans le monde en fait, hein, en quelque sorte, c'est mmh, tardif quand même, enfin, sans vouloir, nous vieillir, ouais. l'une comme Non, l'autre, non, non, mais mais bien sûr, voilà, mais en c'est fait mmh, ouais. Comment soi-même enfin, mmh, comment se dire: «OK, je vais pouvoir écrire» alors mmh, qu'on a étudié, ouais, ouais, plus grand, quoi. mmh, Enfin, on les a étudiés, mais on les a décortiqués, on les a, mis sur une table d'opération, en fait, ouais, c'est ça. carrément. Enfin, Mmh, mmh, et donc, on peut pas refaire les choses, de l'autre côté. mmh, Enfin, de se dire: «OK, je vais construire un texte et puis il va falloir que je pense à tout ça». mmh. Non, c'est pas possible. Ouais, Et qu'on puis pense à après tout par la ça, mais qu'on s'en débarrasse aussi. Je pense que oui, complètement. c'est peut-être le moment où on l'a tellement absorbé, Mmh. qu'on doit le mettre à distance et s'en débarrasser pour accepter de se dire: «Je suis aussi capable d'écrire quelque chose». Vous avez Ouais, a c'est ça. ouais, mmh. Ouais, en fait, je me suis jamais dit ça. Mais c'est une forme d'inconscience. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, à force d'étudier, à force de lire, il y a une forme de terreau, Mmh, qu'on possède mmh, et quand on écrit et bah, finalement, on va avoir sa propre voix, mais grâce à ce terreau-là. mmh, Ne pas après, en fait, on pense, enfin, Rimbaud, il a commencé par, imiter, en fait, m m moi, je pense pas avoir commencé, justement par une imitation. mmh, Non plus, parce que j'avais aussi ce bagage-là. mmh, Je voulais pas écrire comme, mmh, je voulais pas écrire comme Milan Kundera, mmh, par exemple. mmh, C'était pas ça. Mon but, c'était de me dire: «OK, ils sont là» et c'est un peu comme un cœur antique qui est là et qui nous mmh. porte, et qui nous ce cœur nous permet justement de trouver notre propre voix, ouais, en tant que personnage et en tant que personne. Mmh. Vous avez avancé dans une interview, je cite: «On écrit en partant de soi, de ce qui nous hante ou de ce qui nous bouleverse». Comment, on métamorphose, ces substances autobiographiques? Et pourquoi le faire, finalement en utilisant un pronom à la troisième personne? C'est-à-dire pourquoi ne pas décider à un moment donné d'employer son propre «je»? Et ben, en fait, tout simplement pour moi, tout simplement parce que j'arrivais pas à comprendre certaines choses et que, revenir, à «je», enfin, pas revenir, mais être, hem, utiliser le «je», Mmh, c'était rester, en moi-même mmh, et donc je n'arrivais pas à me comprendre moi-même. Comme vous l'avez dit, en fait, c'est une écriture tardive. Donc ces questionnements, je les ai eus, forcément, et rester au jeu, c'était rester en soi et pas prendre de la distance. Le «elle» ou le «il», enfin peu importe, hein, permet cette distance-là, permet de faire naviguer son personnage dans certaines situations qui peuvent être les mêmes que celles qu'on a vécues ou pas. mmh, Heu et après, en fait, de voir comment ce personnage finalement s'écrit. Parce qu'à un moment donné, le personnage nous échappe mmh, toujours. C'est-à-dire qu'on va lui faire
dans le synopsis, je vais lui dire, je vais lui faire certaines choses et puis en fait, finalement, il va prendre des chemins de traverse. Hem et donc la distance permet effectivement de répondre à certaines questions. Mmh. Alors à la fin d'un texte, je vais pas me dire: «Super, j'ai répondu à mes questions», non. Mmh mh. Je suis toujours dans le questionnement. Mais il y a un cheminement qui s'est opéré et je pense qu'au fur et à mesure des romans, c'est-à-dire que les romans, je les vois pas comme des choses, complètement, uniques, mais au contraire, ce sont des romans qui dialoguent entre eux. À ce moment-là, au fur et à mesure des romans, je vais commencer à un peu mieux me comprendre. Voilà. Pour moi, c'était important effectivement de passer par ce «elle». Parce que c'est à la fois, moi et pas moi. Mmh mh. C'est-à-dire que, on prend le premier à crier dans les ruines avec Léna. Léna, elle adore, c'est une très grande lectrice qui trouve, des réponses à ses questions parce que ses parents ne peuvent pas répondre à ses questions. Ça, c'est moi et à côté de ça, elle retourne en Ukraine et je ne suis jamais allée en Ukraine, vous Mmh. voyez? Donc, Mmh. c'est et peut-être que c'est une forme de projection. Mon éditeur, lui, il dit: «Généralement, on écrit, pour pouvoir après réaliser les choses» et peut-être que, enfin, c'est ce que je dis aussi à mes lecteurs, et notamment aux lecteurs ukrainiens. Je pense que j'écris fondamentalement, pour pouvoir un jour poser le pied en Ukraine. Mmh. Alors vous allez me dire: «Ben, en fait, il y a qu'à prendre un billet d'avion, il y a qu'à prendre une chambre d'hôtel». Mmh. J'ai essayé, Mmh. j'ai jamais réussi, Mmh. et il y a quelque chose qui se joue là. Il y a encore des nœuds qui sont là et le jour où je poserai le pied en Ukraine, je me dirai: «Ouais, en fait, là, en fait, j'ai écrit pour ça». Mmh. Voilà. Donc ce sont des étapes en fait, l'étape littéraire avant l'étape existentielle quoi. C'est marrant, non? Ça peut pas être Ouais, ça? Mmh. après je pense que ça, oui, effectivement, après, ma personne avance aussi avec ses romans, Mmh mh. forcément. Mmh. Vous parlez beaucoup de votre éditeur. Heu, il y a le texte écrit, mais il y a aussi le texte, lu, on l'a vu et le texte livré. Alors j'ai pas envie de dire en pâture parce que c'est pas vrai, mais le texte livré à celui qui va transformer, heu, le projet, l'idée, justement l'étape personnelle, je sais pas comment dire ça, en livre. Quelle place il a, cet éditeur dans votre œuvre? Alors c'est un éditeur qui est le premier, parce Mmh. que j'ai eu d'autres retours avant cet éditeur-là. J'ai eu d'autres retours sur mon texte Mmh. qui ne me plaisaient pas, Mmh. tout simplement parce que, ils ne percevaient pas ce que j'avais voulu mettre. Alors c'est tout bête, hein, mais ça va être, une éditrice qui va me dire: «Écoutez, OK, le texte est super, mais comme ça parle de Tchernobyl, le lecteur attend des morts, heu, des maladies et cetera. Vous ne l'avez pas mis. Au contraire, c'est un roman un peu plus, lumineux, donc on va travailler autour de ça. Donc ajouter des passages, ajouter des morts». Et en fait, je dis à cette éditrice que je peux pas, enfin, c'est pas mon roman. C'est-à-dire, je peux, heu, commencer l'écriture d'un autre texte qui traitera de Tchernobyl de cette façon-là, mais c'est pas l'objet de ce roman-là, donc je Mmh. ne peux pas le transformer. Mmh. Un autre éditeur me dit: OK, OK, j'aime beaucoup, pourquoi pas, ouais, on peut signer, mais le texte est écrit au passé simple. Or, de nos jours, on n'écrit plus au passé simple, on écrit vraiment au présent. Mmh. Donc vous allez transformer le texte au présent. Mmh. Et en fait, là aussi, je lui réponds que je suis professeure de lettres et que je dis à mes élèves que, il faut écrire au passé simple parce que Mmh. c'est le temps du récit. Mmh. Et donc je ne peux pas écrire mon texte au présent tout simplement parce que ce serait pas l en cohérence avec ce que j'enseigne. Donc je ne donne pas suite non plus. Et cet éditeur-là, il me renvoie un long, long mail, en me disant: «OK, j'ai vu ça, 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 ça et ça et ça et ça. Je l'ai jamais vu, dans un texte qui parle de Tchernobyl.
Et donc ce texte m'intéresse. Et donc il y a déjà cette rencontre avec l'éditeur. Cet éditeur-là qui ne revient pas sur des points particuliers du genre, le passé simple Mmh. ou des morts, mais au Mmh. contraire, il élargit en fait, ce texte en me disant: «OK, là je vois qu'il y a quelque chose qui parle de Tchernobyl et qui le lie à la mythologie», c'est-à-dire, voir Tchernobyl comme un mythe Mmh. et c'est vraiment alors à l'époque on se voyait, c'est vraiment votre regard et on va l'accentuer et on va le travailler, pour, le rendre, un peu plus lisse en quelque enfin lisse dans le sens où peut-être que c'était encore un peu trop, disparate et cetera, un peu baroque. On va essayer justement, de rendre le texte un peu plus, Mmh. ouais, lisse dans le sens où il faut que si on trouve une thématique, par exemple la mythologie au début du texte, il faut qu'on trouve cette thématique tout au long, Qu'elle soit du livre. filée. Ouais, je comprends. Mmh, mmh, mmh. Voilà, exactement. Mmh mh. Et là, en fait, quand il me répond ça, je me dis: «Waouh, en fait, j'ai envie de travailler avec, cet éditeur-là». Parce que, tout simplement, il amoindrit pas quelque chose à mes yeux, mais au contraire, il va l'amplifier. Mmh. Voilà. Il y a Mathieu Urban qui dit: «Il faut que le texte soit bon, mais il faut aussi que l'éditeur soit le bon». En effet. Exactement. Ouais. Mmh mh. Mmh. Mmh. On passe à la deuxième partie. Vous êtes donc professeur de lettres classiques et votre œuvre est très empreinte de références relatives à l'Antiquité, à la mythologie. Quel est l'intérêt pour vous, pour le lecteur, de croiser monde antique et monde contemporain? Comment on réussit à faire ça? Quel intérêt ça peut avoir? Et j'ai déjà ma réponse, hein, mais voilà, mais quel intérêt ça peut avoir? Et voilà, comment on fait pour croiser ces 2 mondes-là? Alors quand j'écris, je vais pas je suis désolée, mais je vais pas penser à l'intérêt du lecteur. Mmh, C'est-à-dire que je vais mettre, le regard que je pose sur le monde mmh, et pour moi, les mythes sont la base, de ce monde. C'est-à-dire que, ils ont été créés pour donner un sens, pour expliquer quelque chose que les anciens ne comprenaient pas et quand, lorsque je suis en cours et que, je sens, par exemple, la tension un peu fluctuer parce qu'on est en fin de journée et cetera. Je dis: «OK, c'est l'heure du conte» et là, en fait, il y a mmh, des petites, antennes qui se mmh, dressent. C'est un moment alors ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Il y a des choses qui changent dans l'enseignement, mais ça ne changera. mmh, Ça n'a pas changé, ça ne changera pas, je pense. C'est-à-dire que face à moi, quand j'ouvre des mythes mmh, et les élèves, en fait, ils se mettent en position. mmh, Voilà, il y a une position déjà et il y a une écoute, qui n'est pas alors qui est un silence, mais qui n'est pas le même silence que mmh. lorsque je vais faire cours, avec eux de grammaire ou, pour enfin d'étudier un texte et cetera. C'est pas du tout le même silence. C'est un silence qui est, déjà rien que ça, c'est une magie. Le silence de Voilà, je l'histoire, ouais, c'est ça. Mmh mh, ouais, mmh, il y mmh. a une, c'est presque une religion. Ouais, c'est Voilà, ça. enfin Mmh, pour moi, il y a mmh, une mmh. et ils écoutent d'une façon mais vraiment admirable et par la suite, on discute, de ces mythes, mais de façon moderne. C'est-à-dire, bah, si ça se passait, à l'heure actuelle, Jason, voilà, enfin ou je sais pas, Antigone, voilà. Et là, en fait, d'emblée, les débats commencent. Le débat commence, c'est-à-dire que, il y a le mythe est atemporel. Ça parle d'eux-mêmes, c'est universel et donc cette magie-là, je pense qu'à un moment donné, quand j'écris, obligatoirement, elle revient en quelque sorte. Après, mes amis, vous diraient: «Alexandra, elle regarde le monde, de façon antique». C'est-à-dire que quand je vois quelque chose se produire, je vais dire: «Ah oui, tiens, ça me fait penser à ce mythe-là». Pour moi, en fait, la réalité, elle est comme ça. Mmh, Donc l'écriture est teintée aussi de ça. mmh.
voilà, je fais pas exprès. C'est-à-dire que Mmh. je peux pas m'en empêcher, en Ouais, quelque c'est une sorte sorte. de filtre, comme ça, quasi, naturel en fait, hein, Oui, c'est ça. qui permet la lecture et l'interprétation du quotidien. Ouais, voilà. On va évoquer maintenant l'archiviste, qui est, je m'en excuse, le seul, ouvrage, des 4 que j'ai cités tout à l'heure et que j'ai lu. Néanmoins, j'ai plein de questions à son sujet. Je commencerai par dire, pour ceux qui sont présents, que l'archiviste prend place durant une guerre en Ukraine, puisque finalement, il n'y a pas d'ancrage, temporel clair dans votre texte. Est-ce que c'est une question pas facile, je pense. Enfin, moi, en tout cas, si j'avais écrit votre texte, je ne saurais pas comment y répondre, mais voilà. Accepteriez-vous que votre texte soit lu comme une prose de combat? Alors, oui, Mm. ouais. Mm. Alors tout simplement parce que, quand, quand l'invasion a lieu, ma première pensée est, d'aller en Ukraine pour prendre les armes. C'est fou ça, hein. C'est ce que je me Enfin, dis. je me permets, enfin, c'est fou, hein. Ouais, Ouais. ouais. C'est vraiment un truc où, je peux pas, bah, il faut que j'y aille. Mm. Sauf que je me heurte à plusieurs choses. Déjà le regard de mon fils qui, je vois l'effroi dans ses yeux quand je lui dis ça. Oui, et après il me répond avec, sa candeur, adolescent: «Mais maman, tu sais pas tenir une arme, Mm. donc pourquoi? Pourquoi tirer?» Par la suite, j'ai, un éditeur, donc l'éditeur pour mes romans jeunesse qui m'appelle et qui me dit: «Je vais à la frontière, polonaise, est-ce que tu m'accompagnes?» Et là je lui dis: «OK, OK, il faut que je demande à ma chef en fait, un congé sans solde», puisque lui demande un congé sans solde, et je m'aperçois que dans l'éducation nationale, c'est très lent en fait. On peut pas, quitter, l'enseignement comme ça. Donc je pouvais pas quitter mes classes comme ça non plus. Il fallait que j'écrive, une lettre au rectorat, enfin il y a la voie hiérarchique et cetera, et je me suis retrouvée vraiment coupée, en 2. C'est-à-dire que je continuais, d'enseigner, heu, la grammaire, les textes littéraires, de dire que, hem il y a quelque chose en littérature qui est de l'ordre du devoir de mémoire, parce qu'il ne faut pas que les choses recommencent, et cetera, et cetera. Donc, et à côté de ça, il y a cette guerre qui est là. Je sais que les troupes russes avancent et je n'ai envie que d'une chose, c'est de me coller à Twitter pour savoir, heu, où la guerre se trouve, ce qui se passe, si les Ukrainiens arrivent ou pas, à résister, et je suis vraiment coupée. Et donc, ce texte, puisque je ne peux pas partir, je dis au revoir à mon fils. Et donc, ce texte est une façon pour moi, d'être avec, les Ukrainiens. On n'a plus de son. On n'a plus de son. Ah si, c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a eu un truc Ouais. comme ça. C'est étrange. Mm. Je pense que c'est on a été hackés par, les Russes. C'est ça. Mm. Hem, Bref, donc non, en fait, c'est une façon pour moi d'être avec eux, et en fait, mon éditeur, donc David Melmans, me dit, que, bah, ma façon de me battre, c'est celle-ci, Mm. c'est d'écrire, et donc là, c'est là où, justement l'écriture, frénétique, commence. C'est-à-dire que je suis en cours, je fais cours, mais dès que j'ai une pause, dès que je suis en récré, dès que je déjeune, je suis avec les Ukrainiens sur les réseaux ou, en écriture, et donc là, oui, c'est une pour moi, oui, c'est en fait, le combat, il se joue sur différents plans, et quand vous avez Poutine qui dit qu'on va, écraser l'Ukraine parce que de toute façon, l'Ukraine n'existe pas, parce qu'il y a pas d'artistes, il y a pas de langue, il y a pas de Mm. culture, et cetera.
justement, il faut montrer quelle est cette culture. Et quand, en rencontre, j'ai des lecteurs français qui me disent: «J'ai dû lâcher le livre pour, chercher, ce qui était, enfin qui était par exemple Taras Shevchenko, parce que je le connaissais pas et que j'ai envie de savoir qui il est», ou même Lesia Ukraïnka. Quand, j'ai eu des lectrices qui me disaient, «Et bah, finalement j'ai trouvé qu'un poème traduit de cette poétesse-là, j'ai envie d'en savoir plus, est-ce que vous pourriez me traduire d'autres poèmes?» Mais je me dis: «Mais c'est génial en Mmh fait», mh. tout simplement. C'est-à-dire que des Français prononcent Shevchenko et Lesia Ukraïnka. Mmh. Enfin, c'est par là que ça passe, c'est-à-dire qu'il y a une connaissance de ce qu'est l'Ukraine. Mmh. Alors pour résumer, parce que là, nos viewers n'ont pas lu votre texte, à part Tomo, j'imagine, mais en fait, L'Archiviste, donc votre dernier ouvrage, est l'histoire d'une falsification. Nous avons une héroïne qui se nomme K et qui se voit contrainte de falsifier des documents culturels qui sont donc propres au patrimoine ukrainien pour les désubstantialiser en quelque sorte, pour désubstantialiser leur puissance culturelle, leur puissance historique. Tant et si bien qu'on lui soumet des documents qui sont de sources diverses et qu'elle va donc en quelque sorte dénaturer. Et l'enjeu devient donc une réécriture de l'histoire, mais cette fois-ci de l'histoire avec un grand H, puisque chaque modification va, et c'est ça aussi qui m'intéresse parce que je veux vous interroger sur le processus d'écriture que vous avez choisi, chaque modification des documents dont on parle va provoquer en fait un moment narratif très particulier. Elle va être d'un seul coup envahie par des ombres. Et ce que je trouve génial, c'est que ces ombres sont à la fois des ombres protectrices et en même temps des ombres dévoratrices. Elle va être comme transportée dans une sorte d'effet, alors on dirait en littérature anamnésique, d'accord, donc des retours en arrière en fait historiques, dans l'espace-temps de l'artiste concerné. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on lui dit tu modifies ça pour telle ou telle raison, tu dénatures ça, tu enlèves ça, tu censures ça, etc., on a un procédé narratif qui arrive, qui va la transporter dans l'espace-temps de l'artiste, dans ce moment où il a eu ou l'idée de ce moment culturel, j'ai envie de dire, ou de cette création. Et ce procédé en littérature est fort rare en littérature française, fort rare en littérature contemporaine. Donc c'est aussi, je trouve, un tour de force de votre texte. Ce procédé se nomme le réalisme magique. Et donc vous l'avez compris, lecteur, viewer, etc. Il s'agit d'un moment, en fait, j'ai envie de dire, ultra romanesque où il faut accepter, là on est vraiment dans l'acceptation du romanesque, c'est-à-dire qu'il faut accepter de quitter le réalisme historique pour se dire ok, on peut avoir un personnage qui d'un seul coup est transporté dans un autre espace-temps et elle rencontre en fait tranquillement, enfin elle rencontre, alors on n'est pas dans des rencontres, on est dans des visions en fait, et voilà, elle peut se retrouver dans je sais pas, l'atelier de Sonia Delaunay qui est exilée, etc. Bon, c'est un procédé, je trouve, super dangereux, je le dis. Parce qu'il peut mettre en péril le moment de lecture où on est accroché au texte et enfin, je sais pas comment dire ça. Moi j'ai lu évidemment L'Archiviste, mais je trouve que c'est toujours un moment extrêmement périlleux. On se dit ok, il faut que je m'accroche à la fiction. Enfin, je sais pas comment dire ça. C'est une sorte de mise à l'épreuve, je trouve, de la fiction. Au-delà du fait que le procédé est génial, que vous faites ça très bien et que ces projections, enfin ces moments de retour en arrière sont extrêmement bien faits, etc. Mais bon, voilà, au-delà de la qualité narrative, je trouve que c'est quand même une mise à l'épreuve de la fiction. Vous voyez ? Donc vous rajoutez des obstacles, en fait, j'ai l'impression quand même. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais bon, voilà. Donc déjà, pourquoi avoir... Enfin, c'est pas déjà, mais c'est pourquoi avoir choisi d'user de ce procédé. Qu'est-ce que ça permet ?
Alors pour moi, en fait, c'est un procédé effectivement, fantastique. Mmh. C'est-à-dire enfin pas fantastique, enfin fantastique, Ouais, littérairement, hein, ça j'entends. c'est c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le doute. Mmh. On est dans un on suit donc, un personnage donc qui s'appelle K, Mmh. qui est complètement sidérée par, la situation, effectivement, puisqu'elle doit, falsifier, alors qu'elle est elle-même archiviste. Mmh. Donc en fait, on la dépossède, de son travail, Mmh. alors que la guerre est tout autour. Donc en fait, on est vraiment sur un personnage qui est fragile. Et pour moi, dans les situations, où la sit où le il y a quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme, on peut jouer sur 2 choses. Soit effectivement, ce côté fantastique existe, c'est-à-dire elle est réellement transportée Mmh. parmi ces artistes-là. Mmh. Soit et c'est un mécanisme de Mmh. défense chez ce personnage qui va là aussi, je vais de nouveau parler de ce cœur antique, mais en fait, c'est une archiviste. Donc elle a vécu parmi, ses archives, parmi, des auteurs, des écrivains, enfin, toutes ces choses-là la nourrissent. Et pour moi, quand, quelque chose de terrible arrive, et l'homme au chapeau est quelque chose de terrible, Mmh. à ce moment-là, ça va être ça va être des protecteurs. Elle peut elle-même, hem, imaginer qu'elle est transportée dans ces, enfin parmi, justement, Taras Shevchen enfin avec Taras Mmh. Shevchenko ou Alla Horska et cetera. Elle est parmi eux, mais peut-être pas. Mmh. Peut-être que c'est seulement un mécanisme de défense et elle s'en sert justement par la suite pour pouvoir résister. Mmh. Alors Tout simplement, en fait. je précise que l'homme au chapeau est le commanditaire en fait de ces falsifications. On ne Oui. sait pas d'où il vient, on ne sait pas qui c'est. Justement, vous en faites un contour, mais pas une incarnation. Il est finalement, enfin si, enfin un contour, mais aussi peut-être incarnation de la menace. Mais on sait pas qui il est quand même. Hein, voilà. Et pour ce qui est de l'utilisation, donc moi je parle du réalisme magique parce que c'est le premier procédé qui m'est venu, mais évidemment vous évoquez le fantastique, le principe étant, et vous le dites bien, basé sur le mécanisme du doute. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est réel ou si ça ne l'est pas. On ne sait pas si c'est de l'ordre en Mmh. effet d'un véritable retour en arrière ou si on est en effet dans une projection mentale qui est une forme, comme vous le disiez tout à l'heure, Mmh. de protection. Ouais, mais c'est vrai que Ouais. le réalisme magique là on parle de l'archiviste, Mm, mais si, le roman précédent donc qui s'appelle La 10e muse, mm, hem, utilise mm, aussi ce mm, procédé-là. mm, C'est-à-dire qu'on est dans alors pour La 10e muse, on va suivre un personnage, qui découvre, la tombe de Guillaume Apollinaire, qui est happé par, quelque chose justement au cimetière du Père-Lachaise et quand il revient, il a envie de découvrir, Guillaume Apollinaire alors qu'il n'a jamais lu de poésie en fait et à partir du moment où il commence, à lire les poèmes de Guillaume Apollinaire, il a l'impression déjà que Guillaume Apollinaire lui parle et puis par la suite, il va se mettre à rêver des muses de Guillaume mm, Apollinaire, mm, d'où la 10e muse. mm, Et quand il se réveille, de ses songes, qu'il regarde sur internet, parce qu'il connaît rien de la vie de Guillaume Apollinaire, il s'aperçoit que, tout coïncide. Et donc, chez lui, enfin, il va y avoir, le début d'une forme de folie. Sauf que pour moi, cette folie, c'est soit une folie, effectivement, ce personnage devient fou. mm, OK, bon, ben, c'est possible. Soit cette folie le fait accéder justement à une réalité qui est plus proche, c'est-à-dire il était loin de la réalité mm, et le fait de devenir fou, le fait de devenir, plus conscient de qui il est. mm, Voilà et donc là aussi la 10e muse, on arrive à quelque chose, enfin, vers la fin du récit qui est plus de l'ordre de la mythologie, plutôt que, du réel. mm, Et donc là aussi, c'est-à-dire que, heu, vous disiez tout à l'heure que c'est un certain défi en quelque mm, sorte. C'est vrai que dans la 10e muse, il y a aussi un défi, c'est-à-dire on frôle le fantastique, on frôle la folie pour, aller jusqu'au bout de cette folie-là.
Et j'aime bien ça, justement, montrer cette porosité entre la réalité et l'imaginaire, ou la réalité, le fantastique, la réalité, la mythologie. J'adore ça, en fait. Tout simplement parce que, enfin, pour moi, c'est poreux. Enfin, Oui, c'est ce que j'allais dire. Rien n'est limité et tout est perméable en fait. Euh, je, on laisse l'archiviste pour passer à votre ouvrage de littérature jeunesse. Alors je dis littérature jeunesse, il est estampillé littérature. Alors littérature adolescente, ça ne se dit pas, donc on va dire littérature young adult, parce que voilà, on a tous un excellent accent anglais. Bref, est-ce qu'on écrit donc cet ouvrage s'appelle, publié chez Robert Laffont, s'appelle Le Sanctuaire des Monas. Est-ce qu'on écrit différemment pour les adolescents? Parce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense pas aux lecteurs. Quand j'écris, néanmoins, là pour le coup, on a bien quand même un texte qui se destine à un public qui n'est pas un public, alors je veux dire mature, je sais pas si c'est le bon terme qui est employé, mais est-ce qu'on écrit différemment pour les adolescents? Est-ce que les enjeux sont les mêmes? Et qu'est-ce qu'on cherche à transmettre, alors j'allais dire de moins ou de plus, à ce type de public? Alors, pour cette écriture, j'ai été démarchée par les éditeurs de Robert Laffont, qui avaient lu À crier dans les ruines. Et comme À crier dans les ruines parlait, alors au départ, évoquait des adolescents de 13 ans, ils sont venus vers moi en me disant que j'avais enfin, que pour eux, j'avais vraiment un regard très authentique, ou assez fort sur justement ces adolescents-là, et ils voulaient que j'écrive pour des adolescents. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai dit: écoutez, moi, alors je lis des romans jeunesse puisque je suis professeure en collège, mais je n'ai jamais écrit de roman jeunesse. Pour vous, ça sous-entend quoi? Enfin, il va falloir que je fasse quoi au niveau de l'écriture? Et ils m'ont répondu qu'ils étaient venus me chercher pour mon style, et qu'au contraire, ils ne voulaient pas que je change de style. Qu'ils voulaient avoir des auteurs avec un style assez marqué, justement pour montrer, parce que selon eux, et ce qui est normal, ils ne voulaient pas faire de la littérature jeunesse au rabais, mais au contraire, leur montrer déjà un certain style. Voilà. Et donc ça déjà, ça m'a rassurée, parce que je n'avais pas à changer de style, et je voyais pas non plus comment j'aurais pu changer de style. Et par la suite, avec mon éditrice, donc la seule contrainte, c'était de produire un texte de 500 000 signes, ce qui est déjà pas mal. Et comme je devais produire 500 000 signes, j'ai demandé à mon éditrice si elle pouvait me suivre tous les 100 000 signes. C'est-à-dire que je lui ai envoyé tous les 100 000 signes, et elle, comme c'est une éditrice jeunesse, elle allait pouvoir me dire si j'étais dans les clous ou pas. Ok. Ça fait quoi 500 000 signes? Franchement, je me rends pas compte, 500 000 signes, c'est quoi? 400 pages. 400 pages. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Et donc là, est-ce qu'il y a un deuxième tome qui est envisagé? Enfin, comment ça se passe? Alors le deuxième est écrit. Ok. Donc, est-ce que c'est celui-ci qu'il faut relire en ce moment? Non. Non, c'est un autre. Ok. Eh bien, c'est formidable. Nous passons à notre troisième partie. Non, j'exagère. J'ai forcé la transition là. Non, parce que j'ai encore deux autres questions. Mais c'est chouette de savoir que on vient. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis on vient tardivement à l'écriture, mais en fait, il a fallu une maturation qui fait que maintenant, on vient vous chercher, en fait, parce que Robert Laffont, c'est de la commande, en fait. Enfin, je sais plus je sais pas si on dit encore ça comme ça, mais on vient vous chercher en disant ne touchez rien à votre style, votre vocabulaire, la poésie qui est inhérente à votre style, en fait. Et puis ensuite, on vous donne pas une trame, en fait. On vous dit, voilà, écrivez quelque chose qui... voilà, c'est chouette quand même. Ouais. C'est vachement gratifiant. Enfin, moi, de l'extérieur, enfin, je trouve ça vraiment...
vraiment chouette, quoi, quand Bien même. sûr. Ah oui, oui, tout à fait, parce que là, j'avais sorti mon premier, mon deuxième venait tout juste de sortir, donc Mmh. la 10e Muse, Mmh. et effectivement, Robert Laffont me faisait confiance. Mmh. Enfin, c'est pas Robert Laffont, mais donc les éditeurs Mmh. de Robert Laffont me faisaient Mmh. confiance, et me disaient: «OK, mais alors, et qu'allez-vous nous raconter?» Mmh. Et quand, et donc là, effectivement, alors j'avais énormément pour moi, c'était un réel défi, Mmh. d'écrire pour la jeunesse, tout simplement parce que je suis au contact de la jeunesse, tous Mmh. les jours, Mmh. et je sais à quel point ils sont tranchants. C'est-à-dire que Oh, c'est pour eux, faux. soit Je c'est vois pas de génial. quoi vous voulez parler, vraiment. Non. Ce sont des enfants qui sont toujours dans la nuance. Bon, bref, non, j'exagère. Oui, oui, non, non, oui, tranchant. Très bien. Le terme me convient très bien. Oui. C'est Ouais. ça. Et donc, Oui, c'est-à-dire où et vous donc, écrivez de la merde, ou enfin, si je là, où ça c'est leur ça, plaît, pouce en l'air, ou ça leur plaît pas, pouce en bas. c'est C'est ça? ça, Ouais, d'accord, ok. ouais, c'est ça Ok. exactement. Ok. Et donc, j'ai imaginé l'histoire que j'aurais aimé lire quand j'étais adolescente. Voilà, tout simplement. Hmm. C'est ce que je me suis dit. Je Ah, l'ai c'est écrit. drôle parce que souvent je dis, est-ce qu'on écrit parce qu'on écrit le texte qu'on a toujours justement voulu lire et qu'on n'a jamais lu? Ou Mmh. est-ce que on écrit le texte qui se rapproche le plus du texte qu'on a le plus aimé, en fait? Enfin voilà, c'est ce qu'on Mmh. disait tout à l'heure. Mmh. Est-ce qu'on cherche à reproduire, hein, comme on disait tout à l'heure, ce qui ne semble pas Mmh. votre cas, ou est-ce qu'on cherche à transformer, en fait, ou à dire Mmh. des choses qui... Voilà, bon, alors ça s'excite sur le chat, hein. Il était temps, les gars, il est 10h05, l'artisan meurtrier dit: je vais laisser un CV à Robert Laffont, comment je fais? Thomas Barlet fait des jeux de mots à la con en disant: j'en ai rêvé, Robert Laffont. Trop bien. Voilà, bon, voilà. Tomo, oui, tu vas apparaître à la caméra tout à l'heure, ne t'inquiète pas, on sent que tu frétilles. Il me reste encore 4 questions. Alors, vous êtes professeur, vous êtes professeur de lettres classiques. Moi, j'ai une petite question pédagogie. Désolée, voilà, il est À cette heure-là? 22h. Oui, à cette heure-là, oui, voilà. Moi, je vis pédagogie, je pense pédagogie et je ne dors plus pédagogie. Bon, ouais. Comment on réussit à enseigner, alors c'est un petit excursus en termes de questions, mais comment on réussit à enseigner aujourd'hui la littérature antique et plus généralement la culture antique? Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que, voilà, il faut avoir les gamins systématiquement à 16h et à 17h dire: hé les gars, c'est l'heure du conte, justement, comme vous disiez tout à l'heure, et du coup, paf, ça marche. Comment on fait? En faisant cette sorte de va-et-vient, comme vous disiez tout à l'heure, entre un ça vous arrive, tiens, ça me fait penser à Patrocle, c'est peut-être pas le bon exemple, mais voilà, ou ça vous arrive, et ça me fait penser à, voilà, tiens, votre rébellion et votre crise d'ado, eh ben, écoutez, Antigone l'a faite avant vous. Vous voyez, enfin, je sais pas, comment ça se passe? Est-ce que vous élaborez comment ça se passe? Comment vous faites pour rendre le truc moderne, enfin, attachant, moderne, je sais pas comment dire ça. Moi, ça me fascine. Enfin, j'ai vraiment une fascination pour les profs de lettres classiques, vraiment, je dis. Oh, je les fouette, en fait. Ah, Ça marche très au bien. fouet. Ok, Non, très bien. Ou vous les emmenez en plus voyage en sérieusement, Grèce, ça dépend. Du coup, c'est un petit peu aussi. Ouais, l'aiguillon ouais, c'est de la les 2 fin du extrêmes. truc. Ouais. Non, mais en vrai, Non, plus c'est... sérieusement, Ouais. alors les tout petits que j'ai, donc ils ont 12 ans, Mm. ils commencent le latin. Parfois, c'est les parents qui ont coché la case, et donc ils ne veulent pas forcément faire du latin. Mais malgré tout, alors comment je fais? Je commence par, leur montrer la permanence de Mm. l'Antiquité, Mm. notamment à travers les pubs, les séries, les Mm. films. Mm. Heu, les les personnes de la com, en fait, quand elles créent, une marque et cetera, le latin est vraiment leur source ultime. Ou alors des streamers qui Hem, s'appellent Ecat, par exemple. Voilà. Je voilà, peux vous servir d'exemple, c'est bien, ça me va bien. Ouais, ok. exactement. Ouais, ouais. Et donc, on passe par là, et déjà, bon, là, il y a déjà un intérêt, Mm. et après, par la suite, parce qu'il y a aussi
la langue aussi qui est Mmh. importante et donc on passe par, le latin, mais comme une langue non pas morte, mais une langue vivante. Mmh. C'est-à-dire que je les app je j'apprends, ils ils apprennent à se présenter, à dire bonjour, quand ils me croisent dans les couloirs, ils me disent bonjour en latin, Ou au aller. revoir en Mmh mh. latin, Mmh mh. voilà. Mmh. Ils présentent leur famille en latin. Mmh. Ils ont pour, enfin, leur devoir, c'est de parler latin à table avec leurs parents. Trop bien. Heu, donc il y a un côté ludique, effectivement. Heu et c'est aussi leur montrer que, et là, ça passe aussi par les prénoms. C'est-à-dire que les adolescents portent un prénom, ils ne connaissent pas leur signification Mmh. et je leur dis: «Mais c'est incroyable quand même, vous portez enfin, chaque jour, on vous appelle Mmh. et vous ne savez pas ce que veut dire votre prénom». Mmh. Et donc, à partir du moment où je passe par l'étymologie, là, il y a un monde qui s'ouvre. Mmh. Pour eux, c'est ça y est, la langue Tout fait française sens, tout a fait un sens. sens. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Et là, dans leur regard, il y a un truc qui se crée. C'est Mmh. on fait de la magie, en Mmh. quelque Mmh sorte. mh. Et à partir de là, effectivement, on peut commencer à travailler sur les déclinaisons, mais même les déclinaisons, on les voit, moi quand je travaille les déclinaisons, je travaille avec un rythme. Donc c'est une chanson Mmh. et donc ils partent et dans les couloirs, je les entends encore chanter et ou alors je vais leur dire, «Bah, on va chanter et puis il faut que la salle d'à côté, nous entende». Donc on chante du latin, enfin, ça passe par des choses comme ça. Mmh. Voilà, c'est de rendre cette langue qui n'a rien de morte, la rendre vivante. Mmh. Voilà. Et puis OK. après, par la suite, faire des ponts, c'est-à-dire que quand on travaille sur la République, par exemple en quatrième, on travaille sur la République romaine, obligatoirement, je vais voir, enfin quels sont, par exemple, les symboles de la République française et il y a plein de choses qu'on a pompées sur la République romaine. Donc voilà, c'est de voir la continuité des choses et ils sortent et ils sont contents parce que, voilà, c'est ce matin, par exemple, enfin, des trucs tout cons, mais on voyait, qu'est-ce qu'on voyait? On travaillait, sur, l'étymologie d'ours et en fait, arctique, ça veut dire, ours. Enfin, c'est et donc ils disent: «Oh mais c'est génial, on savait même pas que le continent arctique, ça voulait dire ours». Voilà, ils sortent, ils sont contents. Mmh. Voilà, ça Mmh. donne du sens en Mmh. fait, aux mots employés. Mmh. Et les enfants, et comme les adultes, de toute façon, ont besoin de sens. Mmh. Mmh. Voilà. Faites du latin. Oui, ah bah, vous prêchez une convertie, hein. Moi, c'est grâce au latin que j'ai eu le CAPES de lettres modernes. Donc, bon, voilà, une petite pensée pour Apulé qui m'a permis d'avoir 20 sur 20. Alors, toujours dans le même ordre d'idées. Non, mais c'est bien Apulé, c'est pas si difficile à traduire que ça. Bon, ouais. Enfin, moi, j'avais pas trouvé ça. Bon, bref. Dans le même ordre d'idées, est-ce que vous sensibilisez vos élèves à l'écriture fictionnelle dans vos pratiques pédagogiques? Est-ce que ça, c'est permis quand on enseigne la littérature classique ou c'est destiné plutôt aux profs de français? Enfin, je veux dire, vu que vous écrivez, est-ce qu'ils savent que vous êtes romancière? Est-ce qu'ils savent que vous avez publié des livres? Est-ce que c'est au contraire quelque chose de secret? Comment ça se passe? Vous leur dites? Alors, je ne leur dis pas Mais ils parce le que je suis découvrent leur très très vite. mais voilà, on Mm. va dire, vers la Toussaint, ils commencent à regarder, qui est leur professeur, sur Google Ouais. et là, ils reviennent en disant: «Vous êtes connus?» Voilà, Trop ou, bien. «Ah mais en fait vous écrivez?» Mm. Donc il y a ça ou alors il y a les frères et sœurs que j'ai eus, Mm. il y a 2-3 ans, Et est-ce qui que ont vous déjà dit que avez eu, alors, j'écrivais. ouais, je vous coupe, mais enfin moi spontanément, je veux dire, j'ai une prof de lettres classiques, enfin je sais pas, qui écrit des bouquins et j'écris un texte et je lui file quoi. Du coup, ça va devenir ma bêta lectrice. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous avez cette relation un peu privilégiée ou Oui, pas? Ouais, bien sûr. bien sûr. Mm, Ouais, ouais, ouais. mm, Mais même je m'aperçois en fait que quand, heu, bon là maintenant en fait ils savent que généralement on va dire la moitié c'est déjà que j'écris, d'emblée. mm, Parce que il y a des bruits de couloir avec: «Ah mais en fait ici, dans notre établissement il y a une autrice qui est là». Bon ils savent pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui est là et qui écrit. Et donc au fur et à mesure du temps, oui, ça se sait mm, et donc il y a
quelque chose qui se crée. C'est-à-dire, je suis pas seulement leur professeur, je suis leur prof, mais une prof qui écrit. Mm. Et donc, il y a une certaine attention. C'est-à-dire Mm. que quand j'analyse des textes avec des grands, en commentaire littéraire, il y a toujours cette question de mais est-ce que l'auteur a pensé à tout Ah ça? oui, mais je sais bien. Et là, voilà. Et là, en fait, je leur dis toujours, je vais répondre avec deux casquettes. Je réponds avec la casquette de la prof Mm. et la casquette de l'autrice. Mm. Et là, il y a effectivement, c'est un peu comme l'heure du conte, c'est-à-dire il y a un truc qui se crée, voilà, il y a une attention qui est là. Tout à fait. Alors du Après, coup, est-ce que l'auteur a cette pensé, année- est-ce que l'auteur a pensé à tout ou pas? Ah, alors, Bah non, oui, faut répondre à la question maintenant, hein. C'est foutu. Ouais. tout à fait. Ouais. Et il y a deux choses. Mm. Il y a deux choses. En fait, l'auteur réfléchit quand même à pas mal de choses, hein, tout de même. Mm. C'est-à-dire qu'on passe du temps, à travailler le texte. Mm. Après le premier jet, il y a vraiment un réel travail qui est là. Donc oui, on pense à pas mal de choses, mais on pense pas forcément à tout. Et ce qui est beau, et notamment lors de rencontres littéraires, c'est que parfois certains lecteurs pointent du doigt certaines choses qui ne me sont pas encore apparues. Mm. Par exemple, je me souviens d'une rencontre là autour de l'archiviste. J'ai une lectrice qui me dit en fait, votre grand-mère est pour vous une archiviste. Elle a joué ce rôle-là. Mm. Et ça ne m'est jamais apparu. Et quand elle le dit, c'est une évidence. Mm. Et donc, il y a à la fois des choses, on pense forcément à plein de choses, mais le lecteur permet encore d'approfondir cette connaissance Ouais. du texte. Et c'est ce qui est beau. C'est-à-dire que, par exemple, Appuyé dans les ruines, qui est sorti en 2019, quand il est sorti, on m'a parlé de cette histoire d'amour ou cette histoire d'absence d'amour entre deux personnages. Quand en 2022, il y a l'invasion, le roman, de nouveau, on va dire, il renaît de ses cendres. C'est-à-dire, il est remis en avant. Il y a des journalistes qui en parlent de nouveau. Et là, le lecteur ne lit plus de la même Ouais, façon. bien sûr. Ce qu'il voit, c'est l'exil de Léna. Et ça, je trouve ça, de vivre ça, je trouve ça magnifique parce que moi-même, je vois que mon roman se lit différemment. Ce qui veut dire déjà que la littérature est une matière vivante. Je pense que ça, on peut oui. on peut l'affirmer. Et ce qui aussi est une preuve. Alors, j'ai pas lu ce texte-là, hein, donc je peux pas le. Voilà, mais ce qui est la preuve que c'est un bon livre, entre guillemets, c'est parce qu'en fait, il va à chaque époque être relu par un prisme différent. Hein, je pense que c'est ce qui fait. Enfin, parfois, je m'interroge sur cette. C'est pas parfois je m'interroge, c'est que toute personne ayant travaillé un petit peu ou ayant fait ou ayant réfléchi à la substance littéraire se dit mais quelle est la différence entre un bon livre ou pas un bon livre, ou qu'est-ce qui fait qu'un classique est un classique ou n'est pas un classique. Et en fait peut-être que la réponse ça serait que le classique c'est celui qui tient dans le temps parce que il peut être relu par l'intermédiaire justement de prismes historiques, culturels, etc. différents, et parce que son ancrage notamment, comme vous le disiez tout à l'heure, avec un certain nombre de mythes, etc., fait que, on parlait d'atemporalité tout à l'heure, fait qu'il va tenir, quoi. Voilà. Voilà, ça pourrait être ça, je sais pas. J'ai deux dernières questions. On a un chat très très discret ce soir. Mais deux dernières... Enfin, discret, non, parce qu'on voit un coude. Bertrand, range ton coude, bon sang. On passe à la troisième partie. On passe à la troisième partie. Il a eu peur. Hein. Que j'ai appelé à venir. Parlons du futur proche ou voilà, futur proche, c'est déjà pas mal. Donc, ma dernière question, mon antépénultième, dans ma pénultième, j'ai pas, dernière question, porteront sur le futur de votre œuvre. Est-ce que, alors vous nous l'avez un peu susurré tout à l'heure, mais est-ce que vous avez un autre ouvrage en cours et est-ce que vous pourriez nous dire un peu sur quoi il porte ou pas du tout? Là, il y en a un en relecture, oui. Hein, c'est ça, il y a des épreuves là qui sont à relire. Oui, tout à fait. C'est un texte qui sortira pour la rentrée littéraire, donc fin août, début septembre. Ouais.
Donc on est en pleine correction, Toujours aux forges de Vulcain. toujours aux forges, Et alors, je bien sûr. voudrais vous remercier parce que je ne connaissais pas. Enfin, moi, ce que j'adore avec les invités que j'ai, c'est que je découvre en fait de causerie en causerie voilà, des éditeurs aussi. Hein, voilà. Donc là, je me permets. Alors attends, je repasse en grand écran. Bonsoir, je suis en couleur ce soir. Alors, la 10e muse. Normalement, j'ai une caméra qui fait la mise au point. Qui ne veut pas faire la mise au point. Pourquoi ne veut-elle pas faire? Pourquoi elle fait la mise au point que sur moi? Ah oui, mais c'est absolument incroyable ce qui se passe ce soir. Si on a la 10e muse ici, ok, donc ça passe. Et si je mets sur ma tête, voilà. Et l'archiviste, voilà. J'ai pas posé la question de la couverture de l'archiviste, mais on en reparlera peut-être après parce que voilà, j'ai une petite idée quand même. Je trouve que ce sont des ouvrages. Alors moi je suis une fan en maison d'édition, en éditeur, etc. du tripode. De Zulma aussi. Enfin, moi j'aime la couleur, j'aime les papiers épais, j'aime les trucs un peu, voilà, qualitatifs, on va dire. Et donc vous voyez, hein, j'avais pas fait semblant. Hein. Il y a aussi du coup Acrylamide. Là, c'est la version poche, hein, voilà, qu'on a ici. Mais je trouve que ce sont des objets. Souvent, je parle de l'objet livre. Je trouve qu'on oublie. Mais je trouve que ce sont des objets autant en termes esthétiques, en termes de qualité de papier, etc. Vraiment très très chouette. Hein, aux Forges Vulcain. Voilà, une fois encore, je connaissais pas, mais vraiment, je suis très très contente et de vous avoir rencontré et de rencontrer cette maison d'édition. Alors, je reprends ou reprenez. Qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée littéraire alors? Vous n'avez pas le droit de... Enfin, ce que vous avez le droit de dire, évidemment. Vous avez pas Si, vous avez le droit de dire Oui, des oui, choses. non, mais bien Ouais. sûr. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas dire, Ah, mais d'accord. ce n'est pas un texte, ce n'est pas de la fiction, Mm. cette fois-ci. Pour la première fois, ce n'est pas de la fiction. Alors, en fait, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai pas mal tourné avec l'archiviste. Et lorsque j'ai fait des tables rondes, on me posait pas mal de questions autour de mes origines, de mon identité et de ma langue aussi, savoir si je parlais ukrainien ou pas. Et donc, au mois de mai à peu près, je dis à David, donc mon éditeur aux Forges, que je vais écrire un texte qui va ressembler à un essai, puisque je m'interroge justement sur cette langue. Est-ce qu'une langue fait une identité ou pas? Et il me dit, bon bah ok Alexandra, pas de problème, vas-y écris. À la rigueur, si c'est pas pour les Forges, ce sera pour un autre éditeur, mais vas-y écris. De toute façon, je crois que David a un peu compris que j'avais du mal en fait à me canaliser à partir du moment où j'ai un texte en tête. Il faut vraiment que j'aille au bout, et donc peu importe si c'est aux Forges ou pas. Enfin, parce que les Forges ne publient pas d'essais, donc c'est tout simplement ça. Et donc quand je le commence, je m'aperçois assez rapidement que ce n'est pas seulement un essai, mais que je reviens sur des choses personnelles. Donc on peut appeler ça de l'autofiction ou un récit autobiographique, enfin, je ne sais pas comment l'appeler. Je sais pas comment l'appeler, tout simplement parce que il y a un choix qui s'opère, c'est-à-dire que c'est toujours à travers le prisme de l'identité et de la langue. Et on dit je dans ce texte ou pas? Et je dis je dans ce texte, Okay. tout à fait. Ouais, en fait là, ça a été, d'ailleurs j'en parle, c'était une obligation chez moi d'enlever le masque. C'est-à-dire pour une fois de dire ok, je vais pas me mettre derrière un personnage, même si ce personnage n'est pas entièrement autobiographique, loin de là. Mais là, c'est foncièrement effectivement moi. Et moi de façon, on va dire, sincère, authentique. C'est-à-dire je ne suis pas là pour cacher certaines choses. Et donc ce texte s'écrit l'été dernier. Et donc je suis en lien avec David tout le temps par mail. C'est-à-dire on s'envoie des messages tous les 3-4 jours. Et je lui dis à chaque fois ce que j'ai écrit sans lui montrer.
et tout en lui disant que je ne sais pas si je lui montrerai un jour. Parce que, je n'arrive pas encore forcément à comprendre cette écriture-là. C'est une écriture qui est différente également, c'est-à-dire le style n'est pas le même que dans mes fictions. Et donc je ne sais pas si un jour ça fera un texte. Mais on Donc peut il pas m'a dit: «Écoute, l'appeler, vas-y». on peut pas l'appeler style diariste. Alors, c'est pas du journal. Ah merde, je pose les bonnes questions, c'est ça? Non, c'est pas ça. Hmm. Alors, oui et non. Ok. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que j'écris ce texte tous les jours Hmm. et plusieurs fois par jour. Mm. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je suis en résidence d'écriture. Mm. Donc même là, je suis contrainte, on va dire, mais une contrainte avec plaisir. Ouais. C'est-à-dire que je suis dans cette résidence pour écrire. Donc obligatoirement, j'écris tous Il les faut jours. écrire. Alors là, Ouais. j'écris... Mm. oui, voilà. Mm. Exactement. Et puis c'est mon côté bon élève en quelque sorte. C'est-à-dire, je suis là pour écrire, bah écrivons. Enfin, c'est... Et puis, et puis, il se joue quelque chose aussi dans ce lieu, parce que chez moi, j'ai toujours quelque chose à faire, quelque chose à ranger, quelque chose à... Voilà. Là, dans ce lieu, c'est un lieu à la fois accueillant et en même temps, je peux euh, développer mon écriture. Donc, j'écris dès le réveil jusqu'à 14 heures à peu près. Après, je déjeune, puis je vais me balader en forêt. Et puis après, je reviens et j'écris de nouveau. Donc oui, c'est une écriture, c'est un Il y a journal. quelque chose. Tout à Ok, fait. oh, je suis contente, j'ai senti le truc, c'est un truc. Très bien, dernière question. Dernière question qui va permettre. Alors, bon, j'en avais une sur les voix ukrainiennes, mais vous y avez répondu tout à l'heure, donc voilà. Est-ce que. Dernière question qui est en fait une fausse question. Est-ce qu'il y a une question en interview? Parce que voilà, vous avez fait quand même pas mal d'interviews. Il y a des vidéos sur YouTube, il y a des interviews qui apparaissent sur le net, etc. Est-ce qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée en interview, etc. et qui vous frustre? Enfin, est-ce qu'il faudrait vous poser là une question qu'on vous a jamais posée sur votre écriture? Est-ce que globalement, vous aimeriez qu'on vous pose une question sur votre écriture qu'on vous a jamais posée? Voilà, c'est bon, j'ai réussi à formuler les choses correctement. Je vois pas vraiment. Un Non. truc qu'on n'aurait pas vu. Après, en Un fait, truc qui vous frustrerait parce qu'on ne l'aurait pas vu et que vous aimeriez bien qu'on l'ait vu. non, Ok. non, non, Ok. non, non. Après, en fait, ce qui peut m'embêter, Mm, c'est donc je suis une autrice française contemporaine mm, et généralement, en fait, il y a un truc de l'ordre de hem, je pourrais dire ça. C'est un peu comme si donc dans la classification, c'est autrice, mm, française contemporaine, mm. et pour autant, quand on passe par la définition, heu, ri rien n'arrive, enfin, on n'arrive pas vraiment à dire: «OK», donc autrice, oui, OK, ça c'est bon. Mm, Française, bah, pas totalement, mm, parce que, elle a des origines ukrainiennes et cetera, donc mm. est-ce qu'elle est française ou pas? Et en même temps contemporaine, bah, pas trop parce qu'elle écrit pas non plus, de façon, enfin il y a pas Oui, vous une seriez publié recherche. chez POL sinon. Oui, pardon. Oui, oui, Ouais, 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 je vois oui, bien. Oui, 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 ouais, oui, oui. et donc il y a ce Mm. côté, c'est une frustration dans le sens où pourquoi finalement on enfermerait autrice française contemporaine à, écrire, de la fiction, complètement réelle, par exemple. Voilà. Ouais. C'est, l'intrigue se passe, à Paris avec un couple parisien, et c'est leur vie, Et on quotidienne, entend réelle, et et on voilà. entend des bruits de fourchette comme dans des films de Desplechin. C'est ça? Non, ils sont à table et non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, voilà, voilà. Spéciale C'est-à-dire il y a dédicace toujours pour un elle, truc Mamat. de Ouais. Mmh. Mmh. ouais.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne... Oui, Almamat, alors je le dis, Almamat est mon modérateur et c'est un spécialiste de cinéma. Et qui a très souvent, voilà, Mamat dit en noir et blanc avec un titre à rallonge évidemment et avec dans le rôle titre. Alors maintenant, non, au niveau des acteurs, on pourrait mettre, voilà, mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que de toute façon, mais ça, on le sait aussi en littérature. Peut-être qu'on terminera là-dessus. L'étiquetage est quand on est dans la pédagogie ou quand on est dans la théorie quelque chose de ma foi fort pratique, évidemment très insuffisant. Parce que par définition, quand on est dans de la typologie, on est dans des étiquettes ou on est dans des cases et que nécessairement quand on est entre deux, l'échelle de valeur se casse considérablement la gueule. Quand on est, comme on le disait tout à l'heure, dans un point de vue, on va dire pédagogique ou un point de vue comme moi, alors pédagogique, de recherche, etc., forcément c'est, je vais pas dire confortable, mais en tout cas c'est utile à l'avancée d'une certaine théorie Oui, mais bien littéraire. sûr. Quand on Ouais. est à votre place, hein, c'est-à-dire à la place en fait de l'auteur, l'autrice en particulier, on se rend compte que ces cases, même si on aime la porosité, comme on disait tout à l'heure, sont fort inconfortables parce que on ne peut pas être complètement du côté du français parce que on revendique haut et fort une origine ukrainienne que vous avez. Hein, quand je dis revendication, c'est pas du tout un terme négatif évidemment. Et que en même temps, le contemporain voudrait dire que stylistiquement parlant, on soit dans quelque chose qui s'apparente à du, je sais pas, sténographique, cinématographique, etc. Or, vous êtes dans une écriture qui est quand même ni du côté du classique version 19e, parce que vos phrases sont quand même pas rallonges. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans une écriture difficile, comme on pourrait être avec, je sais pas, un auteur type Pascal Quignard. Enfin, je prends Quignard parce que c'est le plus dur que j'ai jamais lu, en fait. Hein. Voilà, c'est même pas les auteurs autres. Enfin, le plus dur que j'ai jamais lu, c'est Quignard, mais bon, voilà. Si tant est que j'ai lu et compris. Hein. Et vous n'êtes pas en même temps, comme on disait tout à l'heure, dans cette écriture alors facile ou sténographique, c'est-à-dire que c'est travaillé, mais ça n'est pas sibyllin. Voilà, est-ce qu'on pourrait... Voilà. Et dans ces cas-là où, en effet, vous placez. Donc je comprends qu'il y ait cette, peut-être cette difficulté, cette entre-deux qui voudrait que... on va vous faire une case, une case spéciale, Alexandra. Qui nous permettra de parler de votre littérature de manière sereine, sans justement que la question de la place dont on parlait en off toutes les deux dimanches soit problématique. Je vous remercie pour nos échanges. On n'a pas été très nombreux ce soir. Alors, c'est pas une déception pour moi, mais je trouve que c'est dommage au vu de la qualité toujours de mes invités et de nos échanges. Je voudrais remercier le coude de Bertrand Ploquin qui peut se montrer maintenant à la caméra car l'émission est terminée. Ah là 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 là, mais qui est-il? Mais c'est incroyable, mais deux auteurs d'un seul coup dans mon émission. Bonsoir Bertrand. Voilà, merci beaucoup d'avoir. Il y a El Mamat qui n'en peut plus qui dit mais qu'est-ce qui se passe? On le connaît, oui, on le connaît. Alors, l'artisan meurtrier dit chouette, une nouvelle causerie qui commence. Non, je pense que non, mais en tous les cas, Gavark, c'était hyper intéressant. En tout cas, j'ai bien apprécié travailler en vous écoutant. Et bah, Gavark, oui, c'est vrai que toi, tu n'es pas dans le même. Alors, espace-temps, non, c'est pas vraiment le bon terme. Mais en tout cas, ouais, t'es pas sur le même créneau horaire que nous, ça c'est sûr. Merci d'avoir été là. En tout cas, ça te change un peu de tes sessions PUBG, c'est cool. Ou de iRacing, me semble-t-il. J'espère que tu viendras quand je jouerai à Apex et que je ne réussirai pas à tuer des gens. Bon, bref, c'est une autre problématique. Merci l'artisan meurtrier d'avoir été là. Merci Tomo Barlet d'avoir été là. Merci Mamat et tous ceux qui, j'espère, est dispo pour voir ça. Oui, et je sais pas si j'ai envie que tu vois ça en vrai, Gavark. Merci à tous et merci évidemment Alexandra pour cet échange. Je vous souhaite évidemment le meilleur possible et à la fois pour la semaine prochaine et ce voyage en compagnie de vos 50 petits
lardons en Grèce. Les lardons Hélène, je ne sais pas, ça pourrait être voilà un titre comme un autre. Et puis en même temps, voilà, pour tout ce qui est à venir, à la fois en termes de publication et en termes de texte écrit. Merci beaucoup, merci à vous. Je vais couper Discord et je vais revenir 30 secondes sur mon live. Merci beaucoup. En tout cas, ça vous a plu? Oui, ça va? Les questions, c'était bien? Très bien. Ah Oui, ouais, c'est ouais. vrai? Bon. Ouais, ouais, merci. Ok, bon, Merci. eh ben, c'est cool, très bien. Et du coup, moi, la semaine prochaine, quand vous serez en Grèce, je vais lire la 10e muse parce que j'ai très envie Super. maintenant, du coup. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci beaucoup, Bertrand.